Comment ça se fait? Il s'est passé quoi? Ça, c'est le genre de question que tout le monde me pose depuis 6 ans. Laissez-moi vous raconter pourquoi. Quand j'étais enfant, mes grands-parents m'amenaient sur cette plage. Elle est pile sous l'axe de piste de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu. Alors moi, je regardais les avions passer et j'étais fasciné. Et puis la première fois que j'ai vu Top Gun, j'ai flashé. Être aux commandes d'un avion de chasse, catapulté au milieu de l'océan, mais c'est ça que je veux faire. Quelques années plus tard, mon rêve devient réalité. J'aurais jamais cru qu'un jour on me dirait « Eric, fais tes valises. Tu pars aux États-Unis pour suivre la formation des pilotes de chasse de l'US Navy. » Là, je peux vous dire que je suis sur un petit nuage. Là-bas, j'ai appris le vol en formation, le vol tactique à basse altitude et le plus fou, l'appontage sur un porte-avions. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait? Soyons honnêtes, la première fois, ça fait flipper. Ça a beau être gros, ça paraît tout petit vu d'en haut. Et puis je suis rentré en Bretagne, sur la base de Landivisio, et je suis devenu pilote opérationnel. C'est un métier exigeant. Quand on est à terre, on s'entraîne jour et nuit pour être à la hauteur. Et en mer, les journées sont rythmées par l'activité aérienne H24, 7 jours sur 7. Ma phase de vol préférée, c'est le catapultage. L'adrénaline est au maximum. Je mets plein gaz et tout se met à trembler autour de moi. Je vérifie les paramètres, salue l'officier de lancement et je repose ma tête contre le siège en retenant mon souffle. Jusqu'à ce que ça parte. Et là, bam, en 75 mètres, on accélère à près de 300 km/h, harnaché à plus de 15 tonnes de métal. Je me sentais privilégié, tellement heureux d'avoir réalisé mon rêve de gosse. C'était ma passion. Et j'étais fier de servir mon pays. Mais la suite ne s'est pas passée comme prévu. Après 10 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de tout quitter et de repartir d'une page blanche. C'est pour ça qu'on me demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce qui a changé la donne pour moi, c'est les missions. Vous savez, pendant des mois, on est coupé de nos habitudes, coupé de nos proches, un peu coupé du monde en fait. Et ça fait prendre du recul, un peu comme une retraite. Mais pas n'importe quelle retraite, parce qu'on s'expose au pire dysfonctionnement du monde. On est aux premières loges pour observer des drames humains et des catastrophes écologiques aux 4 coins de la planète. Et puis on revient à notre normalité, comme si de rien n'était. Moi, je me suis senti comme une boule de flipper, ballottée entre notre décor habituel et l'envers du décor. Un jour, j'étais en vol dans le golfe Persique et je slalome comme souvent entre les innombrables plateformes pétrolières qui pullulent à perte de vue, sauf que cette fois, je les regarde différemment. La COP 21 vient d'avoir lieu, la conférence de Paris sur le climat, et j'ai lu les rapports du GIEC, le groupe d'experts sur le changement climatique. Ça m'a fait une douche froide. J'ai pris conscience de la réalité, de la gravité et de l'urgence du problème. Alors cette fois, je remarque comment les torchères, les flammes de gaz qui brûlent en continu au sommet des plateformes, ça crée un voile de pollution brunâtre dans le ciel de toute la région. Et attendez, un peu plus tard, dans ce même vol, je survole les fleuves Tigre et Euphrate, ces 2 fleuves qui alimentent ce qu'on appelait la Mésopotamie, le berceau de l'agriculture et des civilisations, et j'en crois pas mes yeux, des pans entiers sont à sec. Le lendemain, escale à Dubaï, boule de flipper. Là,
Je me retrouve à observer des touristes qui dévalent une piste de ski artificielle dans un centre commercial. Il fait 38 degrés dehors. Sérieusement. Il n'y a que moi que ça choque. Des événements marquants, j'en ai vécu plein. Un jour, je traversais un village, un quartier pauvre en Afrique, et des enfants sont sortis de leurs amas de tôle et ont commencé à s'agripper à moi et à me supplier de les amener avec moi. Je savais bien que le monde tournait pas rond, mais à force de faire des allers-retours entre notre joli décor et l'envers du décor, ça a eu raison de ma carapace. Moi, je me croyais imperturbable, mais en fait, je suis indigné par ce que je vois. Et je me sens même impuissant. Depuis mon cockpit, je ne peux pas faire grand-chose pour soigner le monde. J'ai bien essayé d'être fort, de faire comme si de rien n'était, et j'ai eu une boule au ventre pendant des mois. Il y avait quelque chose en moi qui disait « Non, tu as réalisé ton rêve, mais il y a un autre combat à mener, encore plus important. » La décision de bifurquer a été vraiment difficile. Et c'est peut-être une phrase de l'écrivain Joseph Campbell qui m'a fait sauter le pas. Il faut être prêt à renoncer à la vie qu'on a imaginée pour vivre celle qui nous attend. Alors je suis parti. Je suis parti en quête pour comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment je pouvais agir, ce que je pouvais faire moi avec mes petits bras pour contribuer à soigner le monde. Est-ce que vous vous souvenez que pendant la COP21, des indigènes sont venus à Paris pour essayer de nous réveiller, nous autres occidentaux? C'étaient des Quichuas, ils venaient d'Amazonie équatorienne. Et ils m'avaient marqué avec leurs pirogues sur la Seine, peut-être même plus encore, avec leurs plumes sur la tête au milieu de Paris. Alors, quitte à être en quête, je suis allé en Équateur et je me suis mis au service d'une fondation locale. J'ai documenté leur mode de vie pour essayer de donner de la portée à leur message. Ce qui m'a le plus frappé à leur contact, c'est cette relation fusionnelle, interdépendante, qu'ils entretiennent avec la nature et leur territoire. Et puis en parallèle de cette expérience incroyable, j'ai lu toutes les alertes des scientifiques sur l'état du monde. Le dépassement des limites planétaires, l'effondrement du vivant, le creusement des inégalités. Rien de très réjouissant à l'horizon. Alors pour garder espoir, j'ai cherché des solutions. Et j'en ai trouvé, mais pas celles auxquelles je m'attendais. Je suis plutôt technophile au départ, mais j'ai compris que non. On ne pourra pas tout faire reposer sur la technologie pour que tout devienne magiquement vert. La problématique qu'on rencontre est de nature systémique. Et si on veut transformer le système, on peut agir à plein de niveaux. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est d'agir à la racine, au niveau du terreau du système, ce qui lui a permis d'émerger et qu'il nourrit. Et le terreau de notre système, c'est notre vision du monde. Pendant des millénaires, les humains ont vécu dans et avec la nature. Ils y prélevaient ce dont ils avaient besoin avec gratitude, parce qu'ils considéraient faire partie d'un tout mystérieux. Et puis notre vision du monde a changé. Un autre récit nous a laissé croire que l'homme devait dominer la nature. À partir de là, l'humilité qui reliait l'humain à l'humus, la terre vivante, s'est perdue. La nature devient une simple ressource, les animaux de simples machines. Et voilà où nous en sommes. Tant que notre récit dominant sera celui d'humains séparés et dominateurs,
Notre système qui détruit la nature et le vivant perdurera, et ça, quelle que soit la couleur de notre énergie, qu'elle soit grise ou verte. Et quel que soit notre système économique, qu'il soit capitaliste ou autre, tant qu'on n'accordera pas une valeur intrinsèque à la nature, il sera normal d'éradiquer les abeilles, de raser les forêts primaires, si on peut les remplacer par des robots pollinisateurs et des panneaux solaires. Nos récits sont les logiciels invisibles qui façonnent nos sociétés. Et tant que le récit est fort, le système est fort. Mais si le récit change, le système s'épuise et de nouvelles graines peuvent germer. Changer le monde, en fait, c'est d'abord changer notre vision du monde. Et la bonne nouvelle, c'est que la suite n'est pas écrite. On l'écrit, vous et moi, chaque jour. Et je sais qu'on est nombreux à vouloir raconter autre chose à nos enfants. Mon rêve aujourd'hui, c'est qu'on retrouve l'humilité qu'on a perdue en chemin. Et qu'on sème 2 graines qui, ensemble, ont le pouvoir de changer le monde. La première graine, c'est celle d'une reconnexion des individus au vivant. Parce que le récit ancestral disait vrai, on habite une grandiose et admirable cathédrale d'un bâtisseur inconnu. Le sentiment qui devrait nous envahir, c'est l'émerveillement. Comme quand on est enfant et qu'on s'émerveille de tout. Je me souviendrai toujours quand mes parents m'amenaient camper à la montagne pour regarder les étoiles. Là, je me sentais vivant. Et puis, j'ai grandi dans le récit de l'homme moderne et je me suis enfermé dans le mental. Il m'a fallu des électrochocs puissants pour m'en rendre compte et me reconnecter à ma sensibilité. Un jour, je suis tombé sur la phrase d'un vieux sage qui dit « Celui qui a le plus vécu, c'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. » Ça m'a transpercé. Alors, je voudrais vous lancer un petit défi personnel. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, ou un coucher de soleil, un paysage ou toute autre merveille de la nature, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et regardez en vous. Ressentez ce qui vous habite. Et sentez-vous vivant un instant. C'est facile, c'est agréable et ça contribue à changer le monde. Alors n'hésitez pas à le faire aussi souvent que possible. Bien sûr, ça ne suffira pas. Il va falloir une deuxième graine de changement, celle d'une reconnexion collective au vivant. Parce que ce qui fait notre force à nous humains, c'est le collectif. Et si on utilisait cette force, non pas pour exploiter le vivant, mais pour le régénérer, lui permettre de prospérer à nouveau. Parce que le vivant est incroyable. Il peut réparer le climat, il peut purifier l'air, l'eau, les sols, il peut créer de la beauté, à condition qu'on arrête de le bétonner, de le labourer, de l'intoxiquer. Et si, juste, on lui redonnait de l'importance, de la valeur au sein de nos organisations, nos institutions, dans nos entreprises. Et si le moteur de l'innovation n'était pas simplement technologique, mais avant tout écologique et social. Ça, en tout cas, c'est la vision qui nous anime au sein d'une association nationale que j'ai l'honneur de présider et qui s'appelle Hameau Léger. On s'est donné une mission un peu folle, offrir à chacun la possibilité d'habiter la Terre autrement. Alors, on crée des lieux de vie d'un nouveau genre. Des lieux de vie écologiques pour prendre soin de l'environnement et sains pour prendre soin de notre santé.
Des lieux de vie accessibles à tous, parce que très peu chers, grâce à un montage innovant qui nous permet de nous affranchir de la spéculation et de mutualiser certains coûts. Des lieux de vie participatifs, qui contribuent à recréer du lien social et qui sont co-conçus avec des élus, des acteurs locaux, pour contribuer à la vitalité de nos territoires. En l'espace de quelques années, on accompagne des dizaines de communes dans plusieurs régions de France. Et la demande est immense. Pour chacun de nos projets, d'une dizaine d'habitats, on reçoit des centaines de demandes, au point que certains nous qualifient d'acteurs clés du changement. Si vous voulez nous rencontrer, on a ouvert un écocentre près de Rennes, où on accueille du public et où on forme des professionnels dans un havre de verdure. Vous serez les bienvenus. Merci. Au final, c'est ça qui va être le plus important. Et le plus difficile, transformer nos organisations, transformer nos manières d'entreprendre. Difficile, mais on n'a pas vraiment le choix, parce qu'un dirigeant sur deux aujourd'hui pense que son activité ne sera plus viable dans 10 ans si elle ne se transforme pas. Alors, je n'ai pas de recette miracle, mais j'ai une conviction, c'est que notre boussole actuelle fait fausse route. Vu l'instabilité du monde, piloter une entreprise à l'aune de sa performance économique à court terme, c'est exactement comme piloter un avion dans l'orage avec pour seul indicateur sa vitesse. Ça ne peut que mal finir. Et si on acceptait de changer de boussole? Si on acceptait de performer un peu moins, d'optimiser un peu moins, pour aller chercher plutôt une prospérité durable et partagée. On pourrait et on saurait très bien réduire nos impacts négatifs. Pourquoi pas, soyons fous, aller chercher de l'impact positif, du régénératif, le tout en étant plus robuste et plus résilient. C'est gagnant sur toute la ligne. On est à un tournant de l'histoire. Et mon appel aujourd'hui, c'est une invitation pour nous tous à changer de récit, à nous émerveiller, à prendre le temps de nous sentir vivants et reliés au reste du vivant. Une invitation pour nos organisations et ceux qui les dirigent à oser changer de boussole, d'une performance mortifère à une prospérité durable. Alors maintenant, je voudrais faire un petit sondage et je demande à toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent bien s'émerveiller avec moi et essayer de changer de boussole, à bien vouloir vous lever. Waouh! J'ai l'impression que tout le monde est debout. Merci beaucoup. J'aurais même envie de vous applaudir pour l'espoir que vous me donnez. Je vous invite à vous rasseoir. Comme projet de société, l'écologie n'a rien de punitif. Au contraire, elle est libératrice et source de joie. Elle nous relie, elle nous connecte aux autres habitants du monde, à nos enfants et aux générations futures. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir été pilote de chasse pour en prendre conscience. Et la dernière question qu'on me pose tout le temps, mais ça te manque pas? Vu le niveau d'émerveillement, de sens, d'impact et de lien qui remplit ma vie aujourd'hui, ma réponse tiendra en 3 mots. Pas une seconde.